Parfait. Je vais laisser la place aux experts qui sont juste derrière moi, avec donc François Delassus, qui sera donc le spécialiste hors investissement et consultant pour le groupe Orancash. Vous aurez Neil Mieder, voilà, exactement, donc consultant pour Metal Focus, qui vous parlera un petit peu donc de l'or sur le marché international. Et bien sûr, Pauline Leray, directrice générale du groupe Orancash. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci. Merci Christophe et bienvenue à chacun et à tous ceux présents dans de ce beau lieu de la Cité de l'économie. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. Ce lieu résonne particulièrement pour nous puisqu'il est l'ancien siège de la Banque de France, mais aussi particulièrement dédié à l'apprentissage et à la vulgarisation de l'économie, et ce qui est quelque chose d'important pour le groupe Orancash. Effectivement, la raison pour laquelle nous tenons aujourd'hui à cette conférence de presse devant vous, c'est qu'il est temps pour nous, dans un contexte économique qui est incertain, avec ce retour de l'inflation, on dit souvent que l'or est une valeur refuge, et la mission qu'Orancash s'est donnée aujourd'hui à travers cette conférence de presse, c'est de permettre cette dimension refuge de l'or d'être accessible non pas uniquement aux institutionnels, aux journalistes, que ce soit une question absolue, mais bien de la rendre très concrète dans la vie de chaque Français. Voilà. Donc effectivement, je suis honorée aujourd'hui de représenter au nom de toute l'équipe d'Orancash cette conférence de presse et de pouvoir vous présenter d'abord le groupe Orancash et ensuite notre posture et notre position dans la question de leur physique d'investissement. Donc Orancash, c'est le premier réseau, le premier acteur français du rachat d'or. C'est une entreprise qui est née il y a une quinzaine d'années à Corbelin dans l'Isère et qui a part de cette volonté de rendre le patrimoine de chaque Français un peu plus liquide dans l'objectif de pouvoir réaliser leurs différents projets personnels. La dimension de proximité, c'est une dimension très importante pour le groupe Orancash, qui s'est développé pour aujourd'hui être un réseau de 107 agences 100% intégrées à travers une grande partie de la France, alors dans des villes importantes, mais aussi dans des villes de taille moyenne et rurale, pour permettre petit à petit d'établir un point de contact à moins de 40 minutes de chaque Français. Ça nous paraît très important dans un contexte où la plupart des acteurs institutionnels et financiers, notamment les banques, ont plutôt tendance à réduire leur réseau territorial. Le choix du groupe Orancash, c'est plutôt de faire l'inverse. Et ça nous paraît important. Et on a aussi une agence en ligne qui est un site e-commerce qui permet des rendez-vous en visio et des expertises pour pouvoir effectivement couvrir le territoire qu'on ne couvre pas encore. C'est un réseau qui a une structure financière particulièrement solide, avec un actionnaire unique et engagé dans la durée. C'est le fondateur qui est aujourd'hui l'actionnaire unique, qui nous permet d'envisager l'avenir avec solidité, puisqu'on bénéficie d'une croissance de 50 à 100% de notre chiffre d'affaires chaque année depuis 13 ans, pour aujourd'hui être aux alentours de 200 millions d'euros. Alors voilà pour le groupe Orancash. Et en 2017, le groupe Orancash a fait le choix de diversifier son métier historique avec la vente d'or d'investissement pour répondre à un premier besoin qui était celui exprimé par nos clients de transparence et de compréhension de ce marché de l'or physique d'investissement. Pour la plupart de nos clients, vu depuis chez eux, depuis leur compréhension, depuis leur rapport à leur patrimoine qui est plus ou moins important,
il semblait essentiel de démystifier le marché de l'or, de le simplifier, de le rendre transparent, de le rendre accessible. Et pour tout ça, on a fait le choix de proposer une offre large d'or d'investissement en proposant le plus petit format possible, le plus petit format autorisé, qui est le lingotin de 2,5 grammes, qui est aujourd'hui très peu répandu et qui permet finalement à tout à chacun, à chaque entreprise qui souhaite faire un cadeau à ses clients ou un cadeau à ses salariés, à chaque grand-parent qui souhaite accompagner un de ses petits-enfants dans la constitution de son patrimoine, de disposer d'un lingotin d'or officiel, certifié LBMA, donc c'est-à-dire qui répond à l'ensemble des standards internationaux demandés par les banques centrales, à partir de 162 € au cours d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette capacité de rendre l'or d'investissement accessible. Donc, du coup, nous proposons une gamme qui va donc de ce lingot de 2,5 grammes au lingot plus traditionnel d'1 kilo. Nous proposons aussi un service de garde au coffre qui est basé en France, et ça nous semble particulièrement important et sécurisant pour nos investisseurs, puisque dans le contexte économique actuel, avoir de l'or physique d'investissement gardé en dehors des frontières et non disponible paraît un peu dangereux. Enfin, nous paraît en tout cas un peu dangereux. Et en fait, ce lancement de cette nouvelle offre d'or d'investissement, il a bénéficié aussi un peu de l'effet d'aubaine, puisque à partir de ce moment-là, les banques ont eu tendance à plutôt dématérialiser leur réseau, dématérialiser leurs services et à se désengager un petit peu de la gestion des physiques. Et donc finalement, nous sommes arrivés en tant que facilitateurs de proximité et d'accessibilité des réseaux bancaires traditionnels. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'or d'investissement représente plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires et a plutôt vocation à croître. Vraiment cette volonté de proposer à nos clients, d'une part, la liquidité de leur patrimoine et d'autre part, une alternative d'épargne accessible et transparente qui est peu connue et qui permet vraiment de diversifier son investissement. C'est finalement la croissance sur ce marché d'or d'investissement depuis 5 ans qui nous permet aujourd'hui de vous présenter une exclusivité qui est une gamme de lingots complètement brandés or en cash, qui sont des lingots donc certifiés LBMA répondant à l'ensemble des standards internationaux et sécurisants, qui sont gravés or en cash sur les deux faces et qui sont issus de l'or de recyclage de circuit court. Donc c'est vraiment l'or que nous collectons qui est retransformé pour mettre à disposition des lingots qui sont fabriqués en Europe, ce qui est assez rare aussi aujourd'hui, et entièrement certifiés. Nous proposons pour complètement le rendre accessible ce lingot sans aucune surprime, vraiment au cours classique, et ce qui a vraiment vocation à permettre à nos clients une meilleure encore liquidité de leur produit, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est scellé, il nous permet vraiment de le conserver. Ce gravage permet d'assurer cette dimension liquide et sécurisante du patrimoine. Donc c'est une gamme qui sera disponible à partir de janvier en précommande sur notre site et qui petit à petit va pouvoir se développer. Voilà pour ma partie qui était celle de vous proposer l'or en cash. Je passe la parole aujourd'hui à Neil Meeder, qui est expert du marché international de l'or et qui va pouvoir apporter la vision et les changements à venir. Well, many thanks for that kind introduction. Yes, my name is Neil Meeder. I work for the company Metals Focus. We are a independently owned research company, and we collate and publish data on the supply and the demand of the precious metals, the gold, silver, platinum, and palladium.
We're based in London, but we have offices globally. We have 4 people in China, 4 in India, there's Singapore, Manila, Istanbul, and on top of that, we travel and doing research tours, and we like to speak to as many people in the various areas of the market, and that's how I met Francois. So the invitation is very kindly coming through from him. So the international market. I'd like to begin with supply. And as you can see here, the vast majority is coming through from the mines. You can see that nice, steady growth coming through for much of the decade. That was largely down to the increase in the price that we'd seen earlier. And then you have that dip going into 2020. Now, much of that was down to COVID and various countries imposing restrictions on mining activities. But there were also some safety-related stoppages in China. And then we have that nice little recovery. But as you can see, if we overlay the price on that, it's very slow moving. It doesn't seem to react that quickly to the price at all. In contrast, if we're looking at recycling, you can see that there was that immediate drop-off in 2013 when the price fell quite suddenly. But if you're looking in the last few years, we have had a significant increase in the price, but recycling has barely done anything. Now, why is that? Well, if we look at it on a regional basis, we can start to see perhaps why. If you're looking at the Western countries, so the 2 blocks at the bottom, you can see that volumes were much higher at the beginning of the decade. Lower now, and what our contacts tell us is that the volumes of near market stocks, so the pieces of old jewelry that people just were quite happy to sell, are very low. So there's nothing much really to come back. If we're then looking at China, people cannot sell because of COVID restrictions. In India, there's a general economic recovery underway, so people don't need to sell. And in the Middle East, people don't want to sell because they are worried by inflation, political instability, and so forth. And you end up with some very low numbers for recycling indeed. Now, there has actually been an increase within Europe this year. It's not really visible in that chart. But I think much of that is down to the increase in the euro price of gold and perhaps the start of the cost of living crisis due to high inflation, high energy prices, and so forth. Now, as for demand, you can see that the main area there is jewelry. But it's a much more volatile segment of demand than some of the other areas. And you can see that there was that big hit in 2020 with COVID. And yes, we've had a nice recovery since, but it's actually down this year. Much of that is just down to China and Russia. Russia, obviously, because of the war, and China because of the COVID restrictions. And actually, if we took out those 2 countries, we'd be looking at a small increase for jewelry production, something like plus 2%. So not a fantastic result, perhaps, but 2021 was a bumpy year in many countries because we had the release of pent-up demand, and also consumer expenditure on services was depressed,
you can't travel, so you spend your money on jewelry instead. So 2021 was strongly boosted by that, and that factor is fading now. Now, it's worth looking at some of the other sectors. And I'm pointing out here the official sector. Now, that's mainly central banks, but we have to call it the official sector because it includes bodies like the International Monetary Fund and sovereign wealth funds. Now, it's worth looking at this because not only does it impact demand, but it can be noticed by investors. And I don't know if any of you have read this week's copy of The Economist magazine, but this chart actually appears in that. And I think what is of note is that we've had that massive spike in the third quarter in net purchases. And what that is telling us is that the central banks are very keen to diversify their reserves and also to establish positions in non-dollar assets. So you can see it's quite a change from earlier this decade. But it's also worth bearing in mind what a contrast this is compared to the early 2000s, when we had net selling of about 500 tons a year. Much of that coming through from the European central banks under the central bank gold agreement. So we're living in very different times now. Now, if we then move on to investment, now we split that into two. There's the retail investment, so that's the bars and coins that individuals are buying. And there's the activity from the institutions. So that's asset managers, hedge funds, commodity trading advisors, that sort of group. And one of their most active forums for involvement in gold is the futures market, and specifically the CME. And the chart we're showing here is their net managed money long, which is a good representation of institutional activity. And what you can see is that we've swung to a net short over the course of this year. And what we think is happening is that these investors are selling on the basis of rising interest rates. These class of investors do seem very sensitive to whatever real rates are doing. Now, why does this all matter? Well, if we overlay the price on this, you can see that for much of these, at the past period, whatever the gold price has done does overlap quite strongly with the moves in these positions. So there's clearly scope for this form of activity to move the market. Now, if you're looking at the beginning of this period, you'll see in contrast that there is a disconnect between the two. Now, one of the reasons for that is, on our next slide, if we're looking at investment in ETPs, that's exchange-traded products, or which you may know better as exchange-traded funds. And these are mostly institutional, but you do get some individuals buying gold in this form. And as you can see here, we had that very heavy buying in the first 3 quarters of 2020 in reaction, no doubt, to the pandemic. And that, no doubt, explained some of the increase in the gold price that we saw then. But it's been similar in the third quarter in that we've had net liquidations from the ETPs. And that has also contributed to the downward pressure on prices that we have seen in recently. Now, if we then move on to the retail investment, so that's people buying small bars and coins.
And as you can see from this slide, we're way down on the levels that we saw at their peak in 2013. But that decline is pretty much all down to the emerging markets. If you're looking at volumes coming out of China and India, they're still roughly half where they were in 2013. By contrast, we've seen some very strong growth coming through from Western countries. And that's particularly the case in the United States. We've got a very strong reaction there to high levels of inflation. People are worried about the solidity of stock markets. There could be a recession around the corner. And investment also tends to be strong in the US if you have a Democrat in the White House. Now, you may note here that US volumes are much smaller than European ones through the entire period. Now, a big reason for that is that Americans really love silver, and they just can't get enough of that, and it doesn't face a sales tax or VAT in the US. So it's not discouraged as it is in Europe. Now, if we look at Europe in some detail, it's worth bringing in, before we show you the data, another factor is what is going on with the euro price of gold. We mentioned it in the context of recycling, and as you can see here, its performance has been very different to dollar prices in the last few years. And as we're frequently told, people do like, in Western countries, people do like to buy into a rally. And that is what we think has been happening. So this in itself is a clear driver of investment volumes. And if we look at what has been happening in the last few years, you can see we've had very strong growth. It's volatile, but it is an upward trend. And I think clearly influenced by similar factors, so high inflation, concern about the economy, and here's very specifically, I think, the rise in the euro price. Now, as you can see, volumes are very much dominated by Germany itself and also by the other German-speaking countries. Now, there has been growth outside of that core, and we have seen some periods of heavy buying in countries like Poland or Italy. But that domination by the German-speaking bloc is likely to continue. It's worth briefly mentioning the French numbers. Now, in the past, we used to see net disinvestment. A lot of gold coming through from inheritances. The stock of gold is very high in France, so a lot is inherited, and a lot of that was being sold. But over the last few years, I think it's fair to say that even if that flow from inherited material has continued, buy-side interest has grown, and very specifically it's grown in the small bar arena. So not the Napoleon or the kilo bars, but very much so on the small bars. And that does seem to be a permanent structural change in the French market, and one that we could easily envisage continuing to grow. Well, many thanks for your time. I hope that was of some use. Merci beaucoup, Neil. Donc, nous allons parler maintenant un peu du contexte économique. Excusez-moi, oui. On va parler du contexte économique général, et en particulier ce qui pousse les gens à considérer de la possibilité d'investir
dans l'or aujourd'hui et demain. Alors il y a un certain nombre de points que j'aimerais bien avoir avec vous, en particulier des éléments qui concernent, et on les a déjà abordés un petit peu, c'est l'environnement géopolitique et économique. Ensuite, nous allons voir également le contexte de l'environnement inflationniste, et puis nous parlerons également de l'intérêt des investisseurs institutionnels et particuliers pour l'or. Et enfin, je souhaiterais également expliquer que c'est le bon moment d'acheter pour les investisseurs aujourd'hui qui voudraient se positionner sur ce marché. En premier lieu, comme vous le savez peut-être, nous vivons dans un monde où aujourd'hui l'incertitude économique demeure. Et si on regarde ces indicateurs aujourd'hui que j'ai été chercher dans le rapport intérimaire de l'OCDE, on voit que les prévisions de croissance économique sont donc plutôt à la baisse. Il y a ici deux courbes, il y a une courbe en bleu et une courbe en rouge. La courbe en rouge montre une accélération des prévisions de baisse de croissance depuis, bien entendu, septembre 2022 par rapport à une prévision qui avait été faite en décembre 2021. Évidemment, le contexte de l'invasion de l'Ukraine joue à plein dans ces prévisions plus pessimistes. Si nous regardions également un autre indicateur intéressant, ce qu'on appelle l'indice d'évolution de la politique économique mondiale, les incertitudes, il y a 3 professeurs américains de différentes universités qui ont défini cet indice qui permet de suivre l'évolution de l'incertitude sur la politique économique globale du monde. Et on voit bien que cet indice nous montre que la persistance de cette incertitude continue. Et si on regarde maintenant sur une période plus courte, c'est assez intéressant de voir que cet indice aussi évolue assez fortement par rapport à des événements comme le Covid. Vous avez vu qu'on a en 2020, on a l'indice qui est véritablement, on a un pic d'incertitude qu'on a retrouvé sur les 2 systèmes de Covid. Et puis là, on a également le 3e pic qui est celui qui est lié à la guerre de l'Ukraine. Autre indicateur que je voulais voir avec vous sur l'ambiance générale économique et politique, c'est le pessimisme des consommateurs. Et on voit sur cet indice de confiance des consommateurs que cette confiance des consommateurs est à la baisse. En particulier, si vous regardez la courbe européenne qui est en bleu, cet indice est donc vraiment à la baisse. Je signale simplement qu'en dessous de 100, ça veut dire que le pessimiste est là. Donc on est sur un contexte général d'incertitude géopolitique, économique. Et maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment les investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, réagissent dans cet environnement. Et là, nous allons avoir quelques indicateurs intéressants que je voulais partager avec vous. Alors, avant de les voir, nous allons aussi, en termes d'indicateurs économiques, mais ça, c'est quelque chose qui a déjà été abordé, c'est bien entendu le retour d'inflation. L'inflation, un certain nombre de banques centrales, il y a quelques mois, n'y croyaient pas. Bon, on a vu un retour de l'inflation qui était lié au rebond de l'activité économique juste après le Covid. Donc on s'est dit que cette inflation était liée à des phénomènes éphémères qui étaient un problème de logistique, problème de stock. Et puis finalement, l'inflation aujourd'hui, elle s'est bien installée, en particulier en Europe, et on voit qu'elle devrait rester élevée, puisque vous savez que dans la zone euro aujourd'hui, on a atteint à peu près en moyenne 10% d'inflation, et que les prévisions qui viennent d'être faites dernièrement, qui annonçait éventuellement en 2023 une inflation à 4%, cette inflation aujourd'hui, elle est revue à la hausse à 6%. Donc on est sur un contexte inflationniste qui va demeurer, et qui va demeurer assez longtemps, puisque la transition écologique elle-même va induire des coûts supplémentaires, donc un contexte inflationniste. Je pense qu'on aura beaucoup de mal à descendre dans les années qui viennent en dessous de 2%, ce qu'on a connu jusqu'à présent avant la reprise de l'inflation. Alors, j'arrive maintenant à l'attitude des investisseurs par rapport à l'or. Alors, il est assez intéressant de voir que 2 études ont été conduites. Une première étude a été conduite auprès des grandes institutions d'investissement dans le monde. Il y en a à peu près 408 institutions à travers le monde qui a été interrogée aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment ces investisseurs, en particulier ceux qui détiennent de l'or, il n'y en a pas un grand nombre, mais il y a à peu près 20% de ces institutions qui ont mis de l'or dans leur portefeuille. Et qu'est-ce qu'elles regardent comme intérêt que peut leur apporter l'or dans leur stratégie de diversification? Et là, on voit
Quel plébiscite? Vous voyez, il y a plusieurs éléments. Il y a or comme diversificateur, or comme protecteur de l'inflation, or comme générateur de revenus à long terme, or comme liquidité et autres. Et là, on voit que les institutionnels plébiscitent l'or comme outil de diversification et également comme outil de protection contre l'inflation, ce qui est quand même assez intéressant puisque ça fait partie justement de ces motivations dans ce contexte économique général. Quant aux particuliers, ça devrait venir. Ah, ça ne m'a... Voilà. J'ai un problème avec ma slide là, excusez-moi, mais voilà. Quant aux particuliers, alors ce qui est assez intéressant, c'est que on a fait une autre étude auprès des investisseurs et on voit, alors les différents items sont les suivants. C'est j'ai confiance dans l'or plus que dans les monnaies des pays. J'aime investir dans quelque chose de tangible. L'or protège contre l'inflation et contre les fluctuations monétaires. Posséder de l'or me rend plus sûr dans le long terme. L'or est une bonne protection dans les périodes d'incertitude économique. L'or est une bonne façon pour moi de diversifier mon portefeuille. Et l'or garde sa valeur sur le long terme. Et ce que l'on voit, c'est qu'à plus de 80%, les particuliers qui ont été interrogés pensent que l'or est justement un bon protecteur contre l'inflation et contre les fluctuations monétaires, et à 85% comme une valeur refuge, une valeur qui garde sa valeur sur le long terme. Et là, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on parle beaucoup d'or physique d'investissement. Il faut bien distinguer, et Neil l'a fait tout à l'heure, le comportement des investisseurs qui se positionnent sur les ETF et les comportements des investisseurs qui se positionnent sur l'or physique d'investissement. Leur comportement est différent. Les investisseurs particuliers jouent sur du long terme, sur une détention d'or du moyen à long terme, alors que les investisseurs institutionnels jouent l'or plus comme un outil éventuellement de diversification à court terme ou plus spéculatif. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit que l'or ne produit pas de rendement, puisqu'il n'a pas de dividendes, il n'a pas de coupons. Mais en fait, quand on regarde l'évolution de l'or par rapport à différentes autres classes d'actifs, bien entendu, on s'aperçoit qu'il soutient parfaitement la comparaison avec aussi bien les actions qu'avec les obligations, qu'avec les autres matières premières. Bien entendu, ils le soutiennent davantage sur le moyen et long terme, puisqu'on le voit par rapport à ce schéma. Mais même, et ça c'est intéressant, en euros, dans la zone euro, on voit que l'or a bien son rendement sur un an a été plutôt bon, puisque, comme vous le savez, et on le disait tout à l'heure, autant en dollars, l'or a perdu de sa valeur, il a perdu à peu près 5% sur un an, autant en euros, il a gagné 6%. Donc c'est d'où l'importance de véritablement regarder l'or dans une perspective de taux de change. Et quand on est ce qui est le cas aujourd'hui pour en cash se trouver sur un marché français, les gens achètent en euros. Il ne faut jamais oublier que les gens achètent en euros, ils n'achètent pas en dollars. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une diapo que l'on connaît depuis très longtemps, et ce qui explique pourquoi l'or est aujourd'hui une valeur refuge et pourquoi l'or est un actif tangible sur lequel les gens aiment bien se positionner, surtout ceux de moyen long terme, c'est le fait que ce n'est pas tant l'or qui grandit, qui croît, mais que ce sont les monnaies, l'ensemble des monnaies qui sont en train de perdre de leur valeur. Et quand on regarde sur 20 ans sur ce schéma, il est très intéressant de voir que toutes les grandes devises se sont érodées par rapport à l'or. Et pour conclure, je dirais, puisqu'on est sur un marché aujourd'hui d'or physique d'investissement, tout à l'heure, Neil vous a parlé de l'importance de la croissance de la demande d'or physique d'investissement pour les banques centrales et pour les particuliers. Et sachez qu'au troisième trimestre de cette année, il y a eu plus de 350 tonnes d'or qui ont été achetées en forme de pièces et lingots. Bon, ici, on suit la tendance en France, et je pense qu'Orancash peut témoigner également de cette croissance. Autre chose très importante comme conclusion, c'est que les banques centrales ont eu un record extraordinaire d'achat d'or cette année sous forme de barres, puisqu'elles ont acheté au troisième trimestre 400 tonnes, le plus haut trimestre depuis 2020. Voilà. Merci pour votre attention. Nous sommes maintenant à votre disposition pour les questions.
Bonjour, Muriel Breman d'Investir. En parallèle de l'inflation, il y a un autre paramètre important qui est celui de la remontée des taux d'intérêt. Comment vous expliquez, vous disiez tout à l'heure que l'or n'apportait pas de rendement, comment vous expliquez le bon comportement de l'or dans ce contexte? Et est-ce qu'on a des références historiques en période de remontée des taux sur ce qu'a fait l'or sur ces périodes? La réponse elle est la suivante. C'est clair que la remontée de taux d'intérêt est un élément qui a fait baisser le cours de l'or, en particulier en dollars, mais également en euros, puisque le resserrement des politiques monétaires rend le coût d'opportunité d'achat d'or moins intéressant qu'éventuellement de placer de l'or sur des obligations. Pour autant, c'est tous les autres indicateurs macroéconomiques qui jouent. C'est-à-dire que vous avez la remontée des taux d'intérêt qui va peser sur le prix de l'or, mais en parallèle, vous avez le contexte général d'incertitude économique, l'inflation et l'incertitude géopolitique. Donc finalement, il y a des facteurs qui jouent en sens contraire. Et là, aujourd'hui, on est sur une forme un peu équilibrée, ce qui fait qu'en plus, l'autre élément qu'il faut citer, c'est qu'il y a eu la hausse du dollar par rapport à l'euro. Et comme le dollar et que l'or étant coté en dollars, il est clair qu'il était devenu plus intéressant d'acheter en euros puisqu'il devenait plus cher en euros. Voilà. Alors, il y avait un élément que je n'ai pas oublié, que je n'ai pas véritablement tout à l'heure mis en avant, parce que dans ma présentation, il y avait pourquoi considérer l'investissement de l'or aujourd'hui et demain. Et j'ai parlé également de l'opportunité prix. Aujourd'hui, dans un contexte général de prix, si vous regardez le cours actuel de l'or par rapport à son plus haut de mars, on est à peu près à 200 € de moins qu'en mars. Donc je souhaiterais signaler aux investisseurs qui seraient intéressés à considérer l'achat d'or que c'est un bon moment, c'est ce qu'on appelle en anglais un market timing pour acheter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'or n'est pas trop cher. Et donc, pour ceux qui voudraient se positionner sur de l'achat d'or à investissement sur du moyen et long terme, c'est le bon moment de le considérer. Autre question ? Oui, j'avais une question pour Or en Cash, savoir un peu quelle était la typologie des produits demandés par vos clients. Alors aujourd'hui, on a plusieurs typologies d'investisseurs. On a des gens qui sont très habitués et qui aiment les formats plutôt classiques, les 250 grammes jusqu'à 1 kg. Et c'est vrai que souvent, on conseille à nos clients de diversifier les formats dans lesquels ils investissent pour rendre leur patrimoine plus liquide. Finalement, un lingot d'or, c'est assez petit. Et donc, du coup, avoir plusieurs lingots de 100 grammes plutôt qu'un lingot d'1 kilo, ça rend la disponibilité et la liquidité de son patrimoine plus disponible. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas vraiment. Je rebondis sur votre réponse. La question me semble un tout petit peu plus large, c'est-à-dire que votre clientèle, elle se compose comment en fait entre les institutionnels, les particuliers qui viennent avec les alliances de la grand-mère, enfin, dites-nous un peu plus. D'accord, oui, effectivement. Alors je peux creuser complètement sur la typologie de clients d'Or en Cash. Alors on a majoritairement une clientèle de particuliers, avec toutes les typologies de patrimoine, des primo-investisseurs en or d'investissement et des personnes qui sont beaucoup plus habituées. Et aussi, on a de plus en plus d'entreprises et de chefs d'entreprise qui décident d'offrir de l'or plutôt soit en cadeau pour leurs clients, soit en cadeau pour leurs collaborateurs, et quelques placements de trésorerie de cet ordre-là. On a peu d'institutionnels à ce stade. Merci.
rebondis juste sur les cadeaux parce que mon expérience de travail dans des démarches de promotion, on s'apercevait pendant beaucoup d'années que offrir un lingot d'or ou offrir une pièce d'or pour un commerçant ou pour les concours, c'est le succès assuré. Oui, alors effectivement, vous avez raison, d'autant plus que désormais, on est capable vraiment de personnaliser l'entourage, etc. Évidemment, on ne touche pas au scellé pour ne pas dénaturer le logo, mais dans la gamme de personnalisation hors en cash, on est en mesure évidemment de proposer aux entreprises qui le souhaitent une personnalisation pour dater, événementialiser un petit peu l'offre de lingots, et effectivement ça fait son effet. Je vous rejoins. Vous avez donc parlé beaucoup de lingots. Vous avez une offre en pièces d'or également pour votre clientèle? Oui, alors on a toute une gamme de pièces qui est à disposition, des pièces qui sont classiques, les Napoléons, voilà, et des pièces comme les Krugerrand ou des pièces en dollars. En or et en argent aussi pour ceux qui souhaitent investir en cadeaux plus symboliques. Pas de questions sur le web. Ben, écoutez, je vous remercie chacun de votre temps, de votre présence, de votre attention et des questions pertinentes. Et je vous invite à nous rejoindre pour le cocktail dans la pièce d'à côté. Merci beaucoup à vous.